Smart et Réglo, la clause de non-concurrence. Alors, on en a tous entendu parler. Vous êtes peut-être des commerciaux, vous êtes peut-être avec des dossiers sensibles. On va en parler tout de suite parce que c'est un sujet important avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Alors, vous évoquez, vous, la clause de non-concurrence et étendue géographique. Alors, c'est un peu plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On s'est posé la question de savoir pourquoi les États-Unis avaient banni les clauses de non-concurrence alors que c'est toujours en vigueur en France. On s'est aussi posé la question de savoir pourquoi le Canada et l'Angleterre se posent la question et pourquoi la France ne se pose pas la question à ce jour et on se demande pourquoi. Myriam, je précise, c'est récent, hein, c'était 5 janvier 2023. Oui. On est dedans là. On est en fait dans une approche prospective de ce qui va se passer en France sur cette question. Donc nous, ça existe toujours. Les États-Unis et le Canada disent on arrête. D'ailleurs, commençons par le début. Pourquoi ces deux pays décident d'arrêter ces clauses de non-concurrence? Il y a plus de 300 milliards de dollars en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, en Californie, qui a été le précurseur de la volonté d'arrêter les clauses de non-concurrence, vous avez la Silicon Valley et les créateurs de valeur et d'emplois qui, lorsqu'ils quittent leur société pour créer une nouvelle société, se voient interdits par une clause de non-concurrence. Bon, la Californie a décidé d'arrêter ça. Joe Biden a suivi. Et donc, ils ont décidé de considérer que c'était une pratique anti-concurrentielle et déloyale. Et sur le plan économique, ça veut dire qu'on empêche quelqu'un qui est un talent absolu de l'informatique de pouvoir redévelopper du business. Exactement. La France reste sur ses positions. Elle dit quoi, la loi en France là? La loi, alors c'est une approche complètement différente. On se retrouve un peu confronté entre deux modes de pensée. Le mode de pensée anglo-saxon, qui est de bannir, tout simplement, et le mode de pensée latin, juridiquement parlant, qui est de dire on va un peu poser des conditions. Alors en France, il faut que la clause de non-concurrence, elle soit légitimée par l'intérêt de la société. Il faut qu'elle soit adaptée à l'emploi du salarié. Il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'elle prévoie une contrepartie financière. On la signe au moment du contrat. Oui, dans le absolument. contrat, on vous indique qu'il y a à l'intérieur une clause de non-concurrence. Alors, on peut même l'implémenter en cours de contrat. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Tout ça aussi pour préserver la liberté de l'emploi du salarié. Mais également protéger la société. On a plus une approche de protection de l'employeur en France que de préserver l'employabilité du salarié. Alors qu'aux États-Unis, on préserve la possibilité de travailler du salarié. Alors, vous nous évoquez un sujet qui est dans l'actualité, c'est pas un vieux sujet, c'est un sujet sur lequel ces deux pays se penchent et vont enclencher l'arrêt. Donc il y a évidemment un processus. Oui. Il y a quand même la possibilité de prévoir des zones géographiques internationales. Oui. Ça veut dire quoi ça concrètement? Alors en France, vous avez donc la nécessité de prévoir une zone géographique précise. La jurisprudence a évolué. Au début, ça ne devait pas être étendu au-delà de quelques départements en France. Maintenant, pour certains directeurs commerciaux, dans certains secteurs d'activité, on peut aller jusqu'à la France. Aujourd'hui, concrètement, il ne pourra pas exercer dans le même domaine en quittant son poste de directeur commercial sur toute la France. Oui, mais aujourd'hui, avec le télétravail, avec le monde qui évolue, avec la capacité de travailler de n'importe où, on a aussi cette adaptation de la jurisprudence qui dit que pour certains postes, et dans certains cas particuliers, on a la possibilité d'interdire de travailler en Europe, au Moyen-Orient, dans certains cas, pour certains postes bien précis, dans certains secteurs, le luxe, les nouvelles technologies, je ne peux pas citer de nom de société, mais pour certains postes bien déterminés, ça sera considéré comme valable. En revanche, le monde entier, une clause qui indique uniquement interdiction dans le monde entier, ça, c'est impossible. Annulation totale. Mais ça veut dire même pour le salarié ou le cadre ou le talent, il est dans l'incapacité de retravailler derrière. Absolument. Donc, à partir du moment où c'est une incapacité totale de travailler, la clause sera nulle. Terminons peut-être sur la prohibition des clauses de non-concurrence étendues au monde entier. Vous nous dites que ce n'est pas possible, mais est-ce qu'il y a cette tentation quand même chez nous de faire finalement le contre-pied de ce que font les anglo-saxons? Parce que les anglo-saxons, enfin les Canadiens et les Américains vont dire faites ce que vous voulez. Vous pouvez partir avec le fichier client, vous pouvez rebâtir le même modèle. Est-ce que nous, on va quand même trouver un juste équilibre ou est-ce qu'on va partir sur le modèle anglo-saxon? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on est dedans là. Alors en fait, si jamais le salarié part avec le fichier client, il y a toujours la possibilité d'exercer une action en non-concurrence. Une action en concurrence déloyale. Et donc, on gagne ou pas? Parce que... Oui, on a la possibilité d'aller saisir les ordinateurs du salarié dans sa nouvelle boîte ou chez lui, d'aller récupérer les fichiers
et d'attaquer le salarié et sa nouvelle société. Donc les actions existent en France et aux États-Unis, en Angleterre. Il y a le débat aussi du chef d'entreprise qui crée quelque chose d'un peu différent pour expliquer que c'est différent et que, après tout, c'est... Il ne dupera personne à partir du moment où il aura pris le fichier client. Vous l'avocate, la praticienne qui a rencontré les entreprises, elles y tiennent à cette clause de non-concurrence ou elles pensent que là aussi, il faudrait la déréguler? Alors en France, elles y tiennent. Il y a une volonté de protection contractuelle, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, les choses sont en train de se déréguler au plan économique et qu'il va falloir peut-être s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis et d'agir plus en concurrence déloyale, au final, plutôt que d'implémenter des clauses qui seront contestables. On n'a plus le temps, mais il y a un débat quand même sur les prestataires, tous les indépendants qui vont travailler et qui se pluguent à des entreprises qui, eux aussi, ont un accès aux clients. Absolument. Là aussi, il y a de la jurisprudence. Ça sera sur la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale. Donc, eux aussi, les prestataires ou les auto-entrepreneurs ou les indépendants, eux aussi sont soumis à cette clause. Oui, ils peuvent. Mais ils n'ont pas signé de contrat. Alors si, contrat de prestation de service. Dans lequel il ne faut pas oublier les clauses de non-concurrence. Alors bien sûr, la particularité, c'est que le prestataire de service dispose d'un savoir-faire que n'a pas l'employé. C'est pour ça qu'on l'embauche. Voilà, exactement. Après, il peut partir avec un fichier client, donc ça va être sur d'autres actions qu'on va l'attaquer. Passionnant. En tout cas, le droit américain, canadien, travail et planche, c'est officiel. La décision est tombée. Hein. Alors, le code du travail californien, il est entériné. La Fédération des États-Unis du commerce, elle a entériné la loi avec Joe Biden qui a signé. Donc ça, c'est... le code de l'Ontario est sorti, promulgué. Et en Angleterre, le gouvernement anglais travaille sur une limitation à 3 mois de la durée d'une clause de non-concurrence. C'est assez logique. Oui. Quand les Américains font quelque chose, les Anglais en général assez rapidement le reprennent. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue nous rendre visite, associée chez Franklin, cabinet Franklin. Puis je voulais vous remercier d'être venue aussi régulièrement, été comme hiver, et l'automne aussi d'ailleurs. Vous avez fait les 4 saisons sur le plateau de Smart Job. Je vous dis à l'année prochaine. Et belles vacances à vous, parce que ça approche. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la semaine des 4 jours. On en a beaucoup parlé pendant cette saison. On va s'intéresser à 2 initiatives très concrètes avec des acteurs de la fonction publique qui ont mis en place ces semaines de 4 jours, des expérimentations qui ont suscité, on en parlera, quelques polémiques et quelques grincements de dents. C'est le cercle RH et c'est la semaine des 4 jours juste après la pause.